Et nous poursuivons avec l'entretien de notre journaliste partenaire Xavier Van Lierde, qui est donc patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour Xavier Van Lierde. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin et aujourd'hui vous voulez proposer à nos auditeurs un choc de liberté. Alors en quoi consiste-t-il ? Oui, bien écoutez, comme moi, vous avez certainement entendu François Bayrou expliquer que la responsabilité de la dette publique n'incombait pas ni au gouvernement, ni à la classe politique, ni même à l'État, mais tenez-vous bien aux Français. Alors évidemment, dans un pays où l'État prend en Français 43% de la richesse qu'ils produisent, vous admettrez que c'est assez osé. Alors, classique mauvaise foi politicienne, sûrement, mais pas seulement. Car de la sorte, François Bayrou exprime sûrement aussi une conviction qui est très profondément ancrée dans la tête de la plupart de nos dirigeants, à savoir que l'État fait toujours tout mieux que ses gueux de Français. Et ce n'est pas rien de penser cela, parce que du coup, l'État est légitime à dépenser l'argent des Français à leur place et aussi à décider de plus en plus de choses à leur place également. D'où, évidemment, l'inflation incroyable d'impôts et de taxes de toute nature et d'où aussi l'explosion tout aussi incroyable du nombre de lois, de règlements qui finissent quand même par former une sorte de mouvement très inquiétant de remise en cause des libertés concrètes des Français. Alors chacun peut le constater, les instances publiques s'immiscent toujours plus dans la vie privée des individus pour leur dicter leur comportement, leurs choix et jusqu'à leur goût à coups de lois, de normes, de réglementations, des réglementations toujours plus tatillonnes et contraignantes. Alors tenez, cet été, on a été gâtés puisque l'on a eu par exemple à Rennes un nouveau règlement de la métropole pour interdire ce que celle-ci appelle les méga-piscines. Les méga-piscines individuelles, c'est-à-dire, selon leur propre règlement, les piscines de plus de 25 mètres cubes, c'est-à-dire, par exemple, vous allez voir le gigantisme de l'affaire, les piscines de plus de 6 mètres sur 3. Pas plus. Au-delà de 6 mètres, hop, 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 c'est une méga piscine. Méga, ultra, giga, on l'a tous constaté, la gauche aime bien ce genre de préfixe emphatique. Elle accroche des superlatifs partout comme des petits lampions, elle en met partout et elle voit tout en grand. Avec elle, les conservateurs sont toujours ultra-conservateurs, et les jeunes de droite sont toujours d'ultra-droite, et les piscines de plus de 6 mètres sont des méga-piscines. Quant à la moindre retenue d'eau, vous le savez, c'est une méga-bassine. Et puis, il y a probablement aussi les giga-logements. Parce que cet été, l'INSEE a aussi pondu une note pour pointer du doigt les nombreuses maisons qui seraient, selon ces statisticiens, trop grandes pour leurs propriétaires. Des sortes de giga-maisons, en quelque sorte. Il vaudrait mieux donc attribuer à d'autres occupants dans un souci de rationalité. Ben oui, c'est évident, si le parc de logements privés était géré comme le parc de logements HLM, eh bien, tout serait plus efficace, évidemment. Alors tout cela prouve en réalité que nos dirigeants vivent en fait dans une sorte d'URSS mentale. Et j'exagère à peine, car leur obsession en vouloir régenter les logements des Français, songez par exemple au fameux DPE, à s'y immiscer, est quand même assez révélatrice de leur incapacité, une incapacité assez totalitaire et effrayante, à donner des limites à l'emprise de l'État. Historiquement, d'ailleurs, le logement était autrefois le sanctuaire des choix intimes. Or, et un État respectueux des libertés et de la sphère privée s'arrêtait au seuil des maisons. Mais cette sagesse appartient visiblement, hélas, à des temps anciens, des temps politiques. Car nos dirigeants actuels, en réalité, haïssent la politique. Parce que la politique est beaucoup trop grande et beaucoup trop exigeante pour eux. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils ont substitué le terme dérisoire et doucereux de gouvernance à celui plus noble, viril et justement politique de gouvernement. Et à mesure qu'elle déserte la sphère politique, la force publique se réfugie en quelque sorte dans le management et la morale. Elle devient tatillonne, mesquine, donneuse de leçons. Elle se redéploie dans la sphère privée où elle exerce son pouvoir un peu à la manière d'une mère abusive pour y étouffer peu à peu la liberté, la créativité et en fait tout le foisonnement de la vie sociale. Alors cette dynamique est terriblement destructrice puisque après avoir détruit la souveraineté de la nation, qui était garante de notre liberté collective, notre liberté à l'échelle de l'histoire, eh bien notre classe politique en vient maintenant en quelque sorte à détruire nos souverainetés individuelles en exigeant que tous et chacun s'aligne sur les lubies mortifères de l'État. Or, ces lubies, vous le savez, sont hélas innombrables. Il y a bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique, grande pourvoyeuse de réglementations liberticides, les ZFE, les DPE, etc. Mais c'est pas tout. Il ne faudrait pas oublier non plus la prétendue lutte contre le racisme et les discriminations, qui interdit par exemple de choisir librement ses locataires ou ses employés
au gré de ses goûts et affinités, la prétendue lutte contre les inégalités, qui restreint les libertés scolaires, et enfin la prétendue lutte contre les fake news, qui permet de détruire la liberté d'expression et d'opinion, y compris d'ailleurs dans la sphère privée, comme le souhaite une loi votée l'année dernière. On pourrait continuer longtemps cette liste. Et ce n'est pas seulement insupportable en réalité au plan individuel, c'est également dramatique au plan collectif, car à bien des égards, la sphère privée et familiale représente encore aujourd'hui un sanctuaire du bon sens. En effet, depuis que la classe politique est devenue folle, les choix accomplis en toute liberté par les citoyens et les familles agissent comme des antidotes aux lubies mortifères des instances publiques. Pour ne prendre qu'un exemple, les choix des familles en matière d'éducation se révèlent toujours beaucoup plus avisés et de très loin que ceux des pédagogistes du ministère de l'Éducation nationale. Et en bien des domaines, les individus et les familles apparaissent donc comme de bien meilleurs garants de l'intérêt général qu'un État devenu fou. Voilà pourquoi, et c'est l'un des points clés de ce que je voulais dire, c'est que loin de représenter des sauf-qui-peut individuels ou l'expression coupable de désirs égoïstes de sécession, les libres choix des Français contribuent en fait ainsi à sauver la société tout entière du désastre. Et voilà pourquoi tout individu ou tout parti réellement attaché au salut collectif de la France devrait impérativement et urgemment jeter toutes ses forces dans la bataille pour la préservation des libertés des Français. Il faut, oui, un choc des libertés, et s'il ne vient pas du haut, il faudra qu'il vienne du bas. Cela n'est pas neuf. Les libertés sont rarement octroyées. Elles doivent être conquises et défendues. Vive le choc des libertés. Merci Xavier Van Lierde pour cet édito. On en discute tout de suite. Vous parlez donc de toutes ces raisons idéologiques pour lesquelles on essaie de contraindre les libertés des Français. Donc il y a la lutte contre le racisme, il y a celle pour protéger l'environnement. Et derrière, on voit bien le combat intellectuel qui est mené. Néanmoins, on peut aussi, de façon beaucoup plus pragmatique, se demander si toutes ces mesures, parce qu'on le sait, si elles ne sont pas respectées, entraînent souvent des amendes exorbitantes, ne sont pas aussi faites pour remplir les caisses de l'État, puisque par exemple, nos élus politiques n'étaient pas sans savoir qu'en instaurant les zones à faible émission, beaucoup de personnes n'auraient eu d'autre choix que de devoir les transgresser, au moins dans un premier temps, pour pouvoir ne serait-ce que travailler, ce qui devait entraîner des amendes absolument délirante. Oui, alors vous avez factuellement raison, mais en réalité, je pense que tout part d'un même mouvement. C'est-à-dire que lorsque l'État édicte un règlement ou lorsqu'il édicte une taxe, eh bien, en réalité, il exprime la même certitude, c'est de faire mieux que ne ferait spontanément la société, les Français, leur libre initiative. C'est-à-dire que réellement, lorsqu'on atteint des taux de prélèvement qui sont confiscatoires, hein, le taux de prélèvement en France est de l'ordre de 44%, c'est 44% de la richesse produite par les gens finit dans les caisses de l'État, c'est parce que l'État est persuadé, et la technostructure est persuadée qu'elle utilisera mieux cet argent que ne pourraient le faire les Français eux-mêmes. Et lorsqu'ils édictent des règlements de plus en plus tatillons, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de prendre des décisions plus avisées que les Français eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hubris en réalité, mais qui de fait prend une nouvelle tournure. C'est-à-dire que la technocratie et l'hubris technocratique n'est pas du tout neuve. Depuis le 19e, et ce qu'on a appelé le management, il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'on peut piloter les organisations et les sociétés depuis le haut de façon plus intelligente que par le libre jeu spontané de la société. Par exemple, par la planification, qui en a un bon exemple. La nouveauté, c'est que ces gens-là ne se pensent pas seulement plus efficaces, ils se pensent plus nobles moralement. Que donc, au-delà de l'efficacité, il vise à purger la société de ses mauvais démons, de ses mauvais penchants. C'est un peu la phrase de Delphine Ernotte, qui est la tête de l'audiovisuel public, qui explique que le rôle de l'audiovisuel public, eh bien, c'est non pas de montrer la France telle qu'elle est ou d'être un reflet de celle-ci, et donc une sorte d'excroissance de la société vivante et organique, mais de la contraindre à changer,
à évoluer, à se bonifier. Voilà. Donc il y a une idée extrêmement constructiviste, par nature totalitaire dans tout cela. C'est-à-dire que, voilà, au-delà de l'efficacité, il y a une sorte de retranchement dans la morale. C'est expliqué. Le management et la morale finissent par se confondre dans quelque chose qui est en dessous de la politique. En dessous de la politique et en dessous de la démocratie. Dans une véritable démocratie, eh bien, les dirigeants sont à l'image de ceux qu'ils dirigent et se mettent à leur service. Ici, c'est pas ça. On est dans une superstructure qui vient brimer et entraver la société parce qu'on considère que si on la laisse aller à ses penchants, ce seront de mauvais penchants. Ouais, et alors, il y a aussi la volonté presque de créer une sorte de nouvelle caste, puisque toutes ces mesures qui sont prises sont généralement assez facilement accueillies et applicables, parce qu'applicables d'ailleurs, par cette catégorie bobo de gauche urbaine. Je grossis volontairement le trait, là où en revanche, elle sera beaucoup plus difficile pour les Français qui habitent en province ou simplement qui ne font pas partie de ces catégories sociales. On y voit presque une forme de snobisme où ces gens-là finissent par se dire, voilà, moi, oui, je suis pour lutter contre le racisme et accueillir des milliers d'immigrés sans mesure, puisque de toute façon, j'ai les moyens de m'en préserver. Je suis pour préserver l'environnement, puisque de toute façon, j'ai les moyens de m'offrir le dernier véhicule à la mode hybride électrique qui ira partout dans Paris, y compris dans mes quartiers dorés. Oui, oui, vous avez raison, il y a de ça. Alors, je ne crois pas que ce soit un phénomène de caste. Je parlais de cette propension à vouloir rééduquer les gens. Alors, il se trouve qu'effectivement, un certain nombre de couches sociologiques situées dans les métropoles se croient plus avancées. C'est-à-dire qu'elles seraient à un stade plus avancé de l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est un stade désincarné, déterritorialisé, un peu flottant, quelque chose que le sociologue britannique David Goodhart appelait les gens de nulle part, parce qu'en fait, ils sont dans les idées abstraites, et qui se heurtent aux gens de quelque part, qui eux sont les pieds bien sur terre, souvent dans leur province, et au contact des réalités, des contradictions de la réalité. Voilà, et qui se retrouvent à devoir les gérer. Voilà, il y a effectivement une prise de contrôle de l'État de la part de ces gens-là. Là encore, c'est pas tout à fait neuf parce que ça fait longtemps en réalité que la plupart des nations sont dirigées par les métropoles, par les villes. La différence, c'est que les villes se sont désormais absolument coupées de leur terroir. Elles ne sont plus l'expression du pays tout entier, parce qu'elles se sont mises en réseau et en quelque sorte donc se considèrent d'une autre nature au-dessus du pays dont elles sont initialement issues. Et il y a quelques phrases assez symptomatiques à ce moment-là. Je crois que c'était Monsieur Glucksmann qui expliquait qui admettait avec une certaine candeur et honnêteté qu'il se sentait plus proche de ses semblables de Berlin ou de New York que des Français des villes périphériques. Mm. Effectivement, c'est Donc assez évidemment, un révélateur. État qui est sous le contrôle de ces gens-là ne peut qu'être saisi de la volonté d'une volonté de rééducation, de direction et d'infantilisation. D'ailleurs, on rentre dans un processus. Enfin, cet été était extrêmement symptomatique de ce point de vue-là aussi. On, la façon dont, aussi pour des buts de propagande, mais dont les événements climatiques étaient commentés quasi heure par heure par des ministres donnant des conseils, bois de l'eau, mais ne bois pas trop, parce que finalement ça peut être dangereux, est absolument sidérant. Ce n'est plus un État qui fait de la politique, c'est une mère abusive, infantilisant totalement ses enfants, les plaçant dans des situations de dépendance et non pas d'autonomie. C'est pour ça que le parallèle avec l'éducation est intéressant. Le- un État véritablement politique, en fait, n'aurait pas peur de donner de la liberté et de l'autonomie aux citoyens. Mais Ah, ce n'est pas le cas. On place les citoyens dans une situation de dépendance et de contrainte. Voilà, ce qui est le propre
d'un rapport en réalité extrêmement malsain, pervers et extrêmement peu valorisant, déresponsabilisant pour l'ensemble des citoyens. Je parlais d'un choc des libertés, hein, je voudrais peut-être donner un exemple de ce que ça pourrait produire. Le bon exemple, à mon avis, c'est en matière d'éducation. Parce que le point clé que je voulais développer, c'est que si on laissait les Français décider par eux-mêmes du plus grand nombre de sujets possibles, en réalité, il n'y aurait pas une sorte de sécession égoïste, mais une addition de bonnes décisions qui contribuerait dans les circonstances actuelles, à préserver le bien commun et l'intérêt général. L'éducation, on a un bon exemple. Et voici la situation dans laquelle nous sommes. On est dans un système, aujourd'hui, l'éducation nationale, qui, sous prétexte d'égalité, en fait, promeut une sorte d'uniformité dans la médiocrité et qui, pour se protéger, réclame et obtient de réduire sans cesse les libertés des familles dans le choix de l'éducation qu'elles veulent donner à leurs enfants. Alors face à cet effondrement, d'ailleurs, les Français s'organisent. On sait qu'il y a une sorte d'exode massif des enfants de l'école publique vers l'école privée dite sous contrat. Et puis, pour ceux qui sont les plus avisés et qui en ont les moyens, il y a même une sorte de foisonnement d'écoles réellement libres, des écoles dites hors contrat, qui, elles, reconquièrent davantage de liberté académique. Il y en a déjà, pour donner un exemple, il y en a déjà, je crois, de 2600 en France, et il s'en crée 120 chaque année. Alors évidemment, il faudrait favoriser en quelque sorte ce mouvement, car l'éducation nationale uniforme ne fonctionne plus. Remettre de la liberté dans l'ensemble du système. Remettre un choc des libertés pour l'éducation nationale, ce serait donner plus de liberté aux directeurs d'établissement, y compris dans le public, redonner des marges de manœuvre académiques à l'enseignement libre sous contrat, et permettre une plus grande liberté de création et de gestion aux écoles hors contrat, avec par exemple un mécanisme qui pourrait être celui du chèque éducation. Chèque éducation, eh bien, on remettrait à chaque famille un chèque lui permettant d'inscrire ses enfants là où il le souhaite, ce qui remettrait évidemment beaucoup de liberté et à mon avis serait bénéfique pour l'ensemble du système et pas seulement pour l'enseignement privé, car des établissements publics qui feraient le choix de l'excellence et les bons choix pédagogiques, eh bien, seraient également choisis. Voilà l'exemple type du choc des libertés, mais qu'on pourrait décliner à beaucoup d'autres domaines. Mmh. Justement sur, ces exemples très concrets et puis finalement qui touchent chaque Français, le choix de l'école de ses, enfants, ou le choix de son véhicule, ça met quand même en exergue un paradoxe qui est, fascinant dans la société française. C'est qu'on est face à, une élite politique, un gouvernement qui nous explique en permanence le souci qu'il a pour nos libertés, la liberté de choisir son sexe, la liberté d'avoir recours au ventre de pauvres femmes pour créer des enfants, la liberté de mourir ou bien de choisir la mort pour des personnes handicapées qui elles-mêmes ne pourraient même pas l'exprimer. Et donc, face à cette émergence de liberté hallucinante, on a en même temps donc les contraintes que l'on fixe désormais aux Français dans leur quotidien le plus élémentaire. Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe, mais apparent. S'agissant, par exemple, de l'euthanasie, puisqu'en réalité, il s'agit de ça, c'est présenté sous la forme d'une liberté nouvelle qui serait offerte aux Français, mais en réalité, c'est pas du tout de cette nature. Le projet a été pensé par des gens qui, au contraire, gèrent des mutuelles et qui ont remarqué qu'en déplaçant euh, le curseur entre les soins ou les soins palliatifs et davantage de gens qui partiraient plus tôt, pour utiliser un euphémisme, eh bien, ça changerait du tout au tout leur bilan comptable. Et donc, c'est au contraire un projet qui, sous couvert de liberté, eh bien, est très surplombant et vise à une gestion par le haut du problème du soin et du coût que cela entraîne. C'est vraiment une vision extrêmement comptable de la société qui était mise en œuvre sous couvert
sous couvert de liberté. En réalité, il n'y aura pas de véritable liberté dans l'euthanasie tant qu'il n'y aura pas un effort réel fait dans les soins palliatifs. C'est-à-dire que par une série de mesures ou de non-mesures ou de financement de tel ou tel dispositif, les gens seront dirigés comme un troupeau vers l'unique solution restant. Et pour ma part, je prends le pari que la solution qui sera mise en avant, non pas de façon tonitruante, mais comme une multitude de petites signalétiques, d'incitations, de coûts pris en charge ou pas, eh bien, c'est l'euthanasie qui sera la solution en réalité proposée à la majorité des malheureux qui se retrouvent en fin de vie. Alors, donc justement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a toute cette manipulation intellectuelle. Vous le disiez, Xavier Van Lierde, au-delà de la contrainte de nos libertés sur le plan très matériel et concret, derrière tout ça, il y a la volonté de contrôler la pensée, les émotions, les comportements des Français. Et donc, face à cela, on imagine qu'on peut quand même chacun individuellement tenter d'entretenir notre liberté au moins de penser et puis surtout tenter de préserver celle qui nous reste. Alors ça passe plutôt par des comportements, enfin, en opposition à ce gouvernement par le haut, essayer donc de changer les choses par le bas. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être donner aux auditeurs quelques pistes pour préserver cette liberté, au moins de penser et de choix? En toute chose, le mot-clé, à mon sens, doit être celui d'autonomie. En réalité, le mouvement de destruction des libertés auquel nous sommes confrontés est une sorte de guerre sourde à l'autonomie des individus, des familles, des collectivités, des communautés naturelles qui constituent la société tout entière. Et donc, avant chaque décision, la première question à se poser, à mon sens, c'est est-ce qu'elle renforce ou réduit mon autonomie, ma capacité demain à pouvoir continuer, préserver mon libre choix. Alors, je vais prendre un seul exemple euh, qui est de l'ordre qui n'est pas de l'ordre du politique, mais qui éclaire quand même la démarche. Vaut-il mieux... c'est dans le monde du logiciel qu'on utilise sur nos ordinateurs, pour montrer que ce mouvement est très vaste et dépasse en réalité la sphère politique, eh bien, il y a deux possibilités. Soit être propriétaire d'un logiciel qu'on achète et qui ensuite peut fonctionner de façon autonome sur sa machine, ou alors l'abonnement. La même chose pour les voitures. Eh bien, il faut privilégier les choses dont vous êtes propriétaire, pleinement propriétaire, et pas la formule de l'abonnement qui ensuite crée une sorte de laisse permanente. L'autre chose à faire, certainement, là c'est plus pour la liberté de penser, eh bien, c'est de faire tout le temps un pas de côté. Le système avance et nous met dans un nouveau monde en jouant sur l'accoutumance. En jouant sur l'accoutumance, car ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation des masses et des individus. Et l'accoutumance est incontestablement l'un des instruments qu'ils utilisent. Et donc, prendre le temps avant une décision, avant de maturer une opinion, de se poser, de réfléchir à la situation telle qu'elle était avant la proposition, d'avoir de la mémoire, de comparer la situation qui est la nôtre aujourd'hui à celle que l'on avait pu vivre auparavant, et, et d'observer cela avec une grande honnêteté intellectuelle. Voilà. Mmh. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est un exercice qui est souvent extrêmement fécond. Prendre du recul, observer la situation, souvent c'est assez sidérant, les conclusions que l'on en tire.
On invite chacun des auditeurs effectivement à se remémorer tout ce que vous avez pu vivre ces dernières années et voir la façon dont les choses ont évolué et dont les personnes ont évolué aussi en fonction des responsabilités de chacun. Vous parliez de cette démarche qu'il faut entreprendre, de tenter d'être propriétaire d'un maximum de choses. Aujourd'hui, on sait que l'État s'attaque aussi énormément à ce principe de propriété, puisque par exemple, l'un des projets qui court serait celui donc de, de- de- d'enlever la propriété aux propriétaires de maisons, de leur expliquer qu'en fait ils n'en seront propriétaires que pendant 99 ans et que donc au terme de ce délai, eh bien ils devront à nouveau racheter auprès de l'État la maison pour laquelle ils se sont endettés et qu'ils ont achetée. Oui, oui, ça fait partie de ce processus, car la propriété, en réalité, est un bouclier qui offre de l'autonomie aux gens qui en jouissent. Donc, on croit souvent que c'est une pulsion d'égalité qui pousse un certain nombre d'idéologues ou de structures étatiques à s'en prendre à la propriété, ou simplement ils veulent résoudre un problème de budget. Tout ça est certainement vrai, mais à mon sens, assez mineur par rapport au mouvement général visant à placer les citoyens en situation de dépendance par rapport aux structures étatiques. Voilà, je ne veux pas faire de complotisme lourd, mais enfin, il faut lire et relire le projet qui avait été exposé par le forum de Davos, en l'occurrence concomitamment à la crise sanitaire, et où un des mots d'ordre était: vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Si l'on est un peu naïf, on peut penser que cette absence de droit de propriété est promue au nom de l'égalité ou de la sobriété, ce genre de choses. Je ne crois pas du tout. Je crois au contraire qu'il s'agit de mettre les citoyens en situation de dépendance. Car lorsque l'on n'a plus rien, eh bien, on perd en quelque sorte les bénéfices de la maîtrise de sa vie, et on devient euh, oui, absolument soumis à celui qui provient à vos besoins, puisque ne pouvant plus subvenir soi-même à ses besoins, se reposer sur son épargne, eh bien, on se retrouve dès lors soumis à des superstructures et à l'État, par exemple. Mais pas seulement à l'État. Mmh. Xavier Van merci pour votre analyse. Chers auditeurs, je pense que le point à retenir, c'est aussi la façon dont vous pouvez vous comporter justement face à ces tentatives de restreinte de vos libertés. Xavier Van merci donc. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, même jour, même heure, pour un Merci nouvel beaucoup. édito.